handicapés. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors la Banque du Canada faisait son annonce ce matin 10h. Ils ont maintenu le taux d'intérêt. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est le signe que le cycle des hausses est terminé ou est-ce qu'il en reste un petit coup au mois de décembre, au mois de janvier? Ça dépend. Ça dépend. Ça va dépendre évidemment, mais tel que prévu, j'aurais envie de dire. Mais bon, c'est sûr qu'une horloge brisée donne la bonne heure 2 fois par jour. mais depuis quelques jours, l'idée c'était comme pas mal faite parmi les économistes qui pas de hausse. Là. J'imagine que tout ça, c'est sous l'impulsion de la lettre de Doug Ford, Mario, là, qui a changé complètement la décision. Non, mais blague à part, M. Macklem a pris la parole pour dire qu'en fait, il maintenait le taux. Donc, effectivement, son impression, puis celle de ses confrères à la Banque du Canada, c'est que la stratégie là, qui a consisté à augmenter très rapidement le taux directeur fait son travail. L'économie ralentit, les prix se stabilisent tranquillement. Et on veut laisser le temps à cette politique économique monétaire restrictive de faire son travail. Tu sais, j'ai dit ça plusieurs fois là, dans les derniers mois. Ça prend du temps avant que l'impact se fasse ressentir pleinement dans l'économie. Donc, la thèse de M. Macklem, c'est que justement, laissons le temps de faire bien les choses. Puis, évidemment, ce qu'on veut éviter à la Banque du Canada, c'est de surréagir, c'est-à-dire de trop augmenter le taux, de sorte qu'on étouffe l'économie, puis là, qu'on est en récession, puis qu'il y a des ménages en faillite, etc. Donc, c'est comme un acte un petit peu d'équilibre entre vraiment ramener l'augmentation des prix à son niveau habituel de 2%, ou son niveau visé de 2%, tout en ça. Fait que donc, on va regarder un peu les chiffres, Mario. Là, je vous tiendrai informé. À un moment donné, je devine qu'on va arrêter de me poser la question. Là. Je sais pas quand ça fera 14 ans. En fait, je pense que quand ça va être clair que le cycle de hausse est terminé. Ouais. La question qu'on va te poser toutes les semaines, c'est... Quand est-ce que ça baisse? Voilà! Non, mais pour vrai, ça va être ça. Parce que même ce matin, la question s'est posée, M. Macklem, deuxième moitié de 2024, mi-2024, deuxième moitié de 2024, fin 2024, ça pourrait aller jusqu'en 2025 avant d'avoir des premières baisses. C'est sûr. Les gens se la posent, cette question-là, parce qu'il y a des gens qui ont déjà hâte aux baisses. Là. C'est exactement, mais en même temps, c'est très, très difficile à prédire loin d'avance parce que de mois en mois, de jour en jour, les ménages prennent des décisions de vendre, d'acheter, de financer, etc. Puis tu sais, c'est tout ça, là, l'inflation, finalement, Mario, c'est la somme de toutes nos décisions individuelles. Donc, tu sais, Noël s'en vient. Est-ce que tu vas dépenser autant que l'an dernier, moins que l'an dernier, plus que l'an... Tu sais, puis c'est fois 40 millions de Canadiens, tu sais. Puis donc, évidemment, si tu es étouffé par ton crédit hypothécaire, ben, peut-être que tu vas moins dépenser pour Noël, mais pareil pour l'Halloween, pareil, tu sais, je veux dire... Puis après, c'est la vie, quoi. Donc, il faut donc, à travers une contrainte qui est directe, là, ça coûte plus cher de financer des propriétés, etc., mais à travers aussi une contrainte qui est un peu psychologique. L'économie va pas bien. Mettons de l'argent de côté, épargnons, arrêtons de dépenser, que tranquillement, les prix se restabilisent. Monsieur Macklem a quand même fait valoir qu'il restait quand même des incertitudes. Bon, on pense à l'Ukraine, là, qui bizarrement est un peu disparue de l'actualité depuis le conflit à Gaza, mais où la guerre perdure. Puis tu sais, c'est pas... Ça reste l'Ukraine, puis tu sais, la Russie et par ailleurs, en termes d'énergie, en termes de céréales, en termes de fertilisants, des forces économiques mondiales. Il y a quand même mentionné ce matin la crainte d'une escalade au Moyen-Orient, exact, où là, sur le prix du pétrole, tu as un impact direct. Là. En tant que tel, autant dramatique la situation entre Israël et les Palestiniens est terrible. Je veux dire, en tant que tel, ça n'aura pas un grand impact, cette petite région du monde-là, sur les prix mondiaux. Mais effectivement, si demain, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Iran se retrouvaient attirés dans une espèce de conflit régional, là, effectivement, ça pourrait avoir des conséquences assez graves. Ça semble pas pour l'instant se diriger vers ça, mais encore une fois, en tout cas, c'est pas dans mon domaine, là, mais si l'invasion terrestre à Israël finit par se réaliser puis se passe mal, là, ça va être... Ça pourrait avoir ces implications-là. En tout cas, si quiconque écoute la politique aux États-Unis ces derniers jours, les Américains sont vraiment inquiets. Là. Tu sens que même le secrétaire d'État, M. Blinken, cette semaine, il a l'air vraiment inquiet du danger d'embrasement au Moyen-Orient. Fin d'une saga aux États-Unis. Je pensais que tu nous faisais une passe sur la palette pour le deuxième sujet, Mario. Même pas. C'est lié, Non, parce que j'écoutais les porte-paroles aux États-Unis
États-Unis et qui sont vraiment inquiets pour la situation au Moyen-Orient. Donc, le Congrès américain va redevenir fonctionnel. Honnêtement, je me suis levé ce matin, Mario, j'ai lu mes nouvelles, j'ai écouté mes balados comme je le fais tous les matins, et j'aurais pas pu dire que ça allait se régler aujourd'hui. Pour moi, hier soir encore, j'écoutais un truc, c'est un peu rigolo, cette histoire, rigolo, dramatique, là, cette histoire-là aux États-Unis, donc où on a viré le speaker, donc le président de la Chambre des représentants. Puis là, on n'était plus capable de s'entendre sur un remplaçant. Et là, le numéro 2, il est passé du côté républicain, pas réussi. Numéro 3, il est passé. Et là, pouf, sorti d'un peu nulle part. Honnêtement, j'avais jamais entendu même ce nom-là. Là. J'ai fait mes devoirs. Là, mais donc, Mike Johnson, un candidat dans la frange donc, d'extrême droite, là, fidèle à Trump et tout ça, donc vient d'être élu. Là, ça fait 1 heure et quelques là, donc, par la Chambre des représentants aux États-Unis. On va voir ce que ça donne parce qu'évidemment, bon, là, les républicains se sont ralliés. Donc, 220 voix contre les démocrates 209. Mais on le sait, donc, il y a cette marge-là. Et donc, dans les 220 républicains, tu as cette espèce de vingtaine là, de maniaques dont M. Johnson fait partie. Et donc là, le 17 novembre... Mais ils ont quand même gagné leur pari, eux. C'est que seul un des leurs pourrait rallier. Tu sais, dans la fois, ils sont très minoritaires. C'est du 10-1 le ratio. Mais ils ont quand même gagné leur pari. Ils ont gagné leur pari, mais là, écoute, M. Biden souhaite qu'on passe très rapidement des articles là, pour venir en aide à l'Ukraine. Puis comme je le disais, loin des yeux, loin du cœur, l'Ukraine n'étant plus dans l'actualité, est-ce que la population américaine, aujourd'hui, se sent investie de la mission d'envoyer des dizaines de milliards de dollars en Ukraine? Objectivement, oui, mais je veux dire, ça reste que c'est moins à fleur de peau que ce l'était il y a 3 mois. Puis ensuite, évidemment, Israël, on veut aussi envoyer de l'aide. Et donc, M. Biden a parlé de 100 milliards de dollars, donc c'est quand même pas de la petite bière. Donc, est-ce que c'est... Puis cette frange-là républicaine, encore une fois, fidèle à M. Trump, elle est contre les déficits, là, de manière assez radicale. Donc là, il y a tout un enjeu qui va être à débattre entre cette frange-là qui a essentiellement pris le pouvoir dans la Chambre des représentants et la volonté de M. Biden de libérer donc de l'argent pour venir en aide aux alliés. Je rappelle que M. Johnson et sa bande là, sont relativement contre l'aide à l'Ukraine de manière générale. Donc là, est-ce que c'est la fin de l'aide américaine en Ukraine? Ça serait assez dramatique pour nos amis ukrainiens. Ça m'étonnerait, là, sincèrement. Oui. Mais bon. Donc, important, Mario, le 17 novembre, si rien n'est fait, le gouvernement américain ferme. Parce que je te rappellerai que on a reporté ça de 45 jours. 45 jours, ça fait à peu près la moitié. C'est vite passé, 45 jours. C'est vite passé. On est le 25, donc le 17 novembre. Donc là, il y a cette nouvelle échéance. Et ce qui est particulier, donc évidemment, la frange de l'extrême s'en fout. En fait, ils disent on ferme le gouvernement, on s'en fout, on n'a pas besoin entre guillemets du gouvernement, c'est une frange un peu libertarienne et puis ça va nous permettre de faire des économies, bon tout ça. Par contre, il y a quand même des éléments notamment liés aux retraites militaires, tu sais, puis qui est souvent cher à la droite, qui sont arrêtés là où il y a des arrêts de paiement et puis donc ça pourrait faire mal à une forme de base républicaine, souvent ex-militaire. Et donc encore une fois, c'est pas une situation simple. Puis là, ça sera aux républicains de s'entendre entre eux parce qu'on a fait élire la frange qui voulait pas passer le budget que M. McCarthy a fait passer en s'alliant aux démocrates. Bref, je vais être très intrigué de voir comment ça va se jouer dans les prochains jours, là, carrément, parce qu'il y a des décisions importantes à prendre et donc il y a cette opposition entre M. Biden et cette frange de républicains qui ne souhaitent pas lui plaire. Divergence de vues là, au Québec concernant la tarification de l'électricité. La question a été posée aujourd'hui à l'Assemblée nationale à François Legault. C'est sûr qu'on voulait mettre à la tête d'Hydro-Québec quelqu'un qui était vraiment un développeur. Puis moi, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup M. Sabia. Je suis un fidèle depuis l'époque de Bell, puis de la CDPQ et tout ça. Et donc, dans une réunion interne là, qui a eu lieu, il aurait dit que de manière un peu évidente et désinvolte, on va augmenter les tarifs d'hydroélectricité. La question il a été posée, il a dit oui, prochaine question. Oui, c'était comme un no-brainer en bon français. Mais en même temps, c'est dur à interpréter parce qu'ils augmentent à chaque année, là, ou à peu près. Là. Ben, c'est ça, exactement. Mais bon, donc ça a fait évidemment réagir. Puis là, M. Legault a dû dire et rappeler qu'en fait, on avait passé donc une loi et qu'en fait, il allait devoir la proroger, cette loi-là, parce qu'en fait, la loi était spécifique pour cette année. Mais donc, on souhaiterait à terme que le tarif le niveau d'augmentation de l'hydroélectricité au Québec soit plafonné à 3% ou l'inflation. Là, donc, ça serait le plus grand des deux. Mais la question ce matin a quand même été posée par Québec solidaire. Ouais. Et je suis toujours amusé que les partis donneurs de leçons en matière d'environnement, mais non, en matière d'environnement et de conservation de l'énergie,
réclame des bas tarifs pour l'électricité. Moi, Mario, je l'ai déjà dit, là, peut-être pas en ondes, là, mais si Québec solidaire s'embauchait un bon économiste puis il faisait le moindrement de cohérence sur la question de l'économie, limite, je voterais pour eux. Mais ils sont tellement à côté de la plaque, ça en est gênant. Fait que, bien sûr, Mario, qu'on peut continuer à garrocher de l'électricité puis le monde, il garde la fenêtre ouverte l'hiver puis c'est gratuit, tu sais, ça coûte rien. Fait que pourquoi est-ce mais que les gens ont l'impression au Québec que c'est cher l'électricité. Mais non, mais c'est pas cher au monde. N'importe où dans le monde. Non, il y a une place, et je m'en souviens même plus. Il y a un petit État, je pense, dans le Golfe arabique qui produit son électricité. Puis au Venezuela, il y avait de l'essence à 40 cents, mais tu comprends que je veux dire, c'est pas ça notre benchmark. Je veux dire, partout au monde, quand tu as une ressource rare que tu veux valoriser, que tu veux utiliser comme vecteur de développement économique, que tu veux utiliser pour décarboner le Vermont, le Massachusetts, parce qu'ils ont encore des centrales au charbon puis au gaz, etc. On pourrait utiliser cette belle énergie propre, mais encore une fois, faut-il lui mettre un prix? Je veux dire, moi, je veux bien qu'on vende l'essence 40 cents, mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout le monde va s'acheter le plus gros camion possible parce que ça coûtera rien à opérer. Au contraire, quand on veut limiter un petit peu l'utilisation d'une ressource, il faut lui mettre le juste prix. Bon, après, je suis pas dans le débat, est-ce qu'il faut l'augmenter de 3% ou de 2% ou de 4%, mais moi, Mario, de manière générale, tu sais, je suis un économiste, je suis un petit peu dans mon paradis de la théorie, mais je te fais un... Non, mais ça, c'est pas théorique. Je te fais une proposition, Mario. Oui, vas-y. On va doubler les tarifs d'hydroélectricité au Québec. Fait que ton bill annuel, il va passer, là, je sais pas, de 1500 à 3000 $, puis je vais te renvoyer un chèque de 1500. Donc, à la fin, le résultat des courses, tu vas payer 3000 $ d'électricité, tu vas recevoir un chèque de 1500. Ça va t'avoir coûté au net la même chose. Mais là, évidemment, tu vas avoir un incitatif à baisser ce que ça te coûte d'électricité à 2500, à 2200, et tu vas encore recevoir le chèque de 1500. On devrait tarifer l'électricité à son juste prix, puis utiliser ces surplus-là pour redonner à la population. À l'inverse, qu'est-ce qu'on fait? On garde les tarifs hyper bas, puis on fait de la fiscalité sur le revenu, des taxes sur la consommation, on fait plein de choses qui sont contre-productives. Donc pour moi, c'est comme, il y a quelque chose de bizarre là-dedans qui vient de nos racines profondes. On a nationalisé l'électricité, ça nous appartient. Non, puis on vient d'une époque. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, le jeune libéral, tout ça, on vient d'une époque où, c'est l'année des élections, le gouvernement promettait un gel des tarifs, puis ça l'aidait à se faire élire. Mais tu vois, c'est de la politique pure avec aucune logique économique, là. Aucune. Puis moi, Mario, sans être, tu sais, je veux dire, entre toi puis moi, que ça augmente de 2 ou de 3% là, à la fin de l'année, là, tu sais, mon 8 piastres par mois de différence, là, moi, personnellement, ça va pas me mettre à la gorge. Puis je pense que si on prend la population québécoise, je serais favorable, moi, personnellement, à payer 10 piastres de plus par mois, puis qu'on prenne ce 10 piastres-là, puis on donne à quelqu'un qui est sans emploi, à le mettre dans l'itinérance, tu sais, qu'on utilise, genre, il me semble que, genre, on devrait utiliser ce levier-là de notre richesse rare, qui est l'hydroélectricité, pour la vendre au prix juste. Sinon, ça fait un peu République de banane, honnêtement. Fait que, en tout cas, à suivre, je vais pas me faire d'amis à la CAQ avec ça aujourd'hui, mais il y a une vraie grande réflexion à y avoir sur la tarification de l'électricité. Francis, merci beaucoup. À demain.